Les anciens Sumériens connaissaient bien les sacs à main, ou du moins des objets que nous percevons aujourd'hui comme tels. Plusieurs sculptures sumériennes représentent des objets en forme de sac à main. Dans la poussière de Mésopotamie, un étrange symbole fut découvert, un sac à main, mais il ne s'agissait pas d'un objet ordinaire. Il était porté par les dieux. Puis ce même symbole fut retrouvé de l'autre côté de l'Atlantique au Mexique. Il fut découvert sur un site antérieur à l'ère glaciaire. C'est impossible. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le sac lui-même n'est pas le mystère. Le véritable secret réside dans son contenu. Et la réponse révèle une technologie perdue, une civilisation mondiale et une vérité qui pourrait tout changer. L'objet impossible de la Mésopotamie. L'histoire commence au berceau de la civilisation. Nous parlons de la Mésopotamie antique au cœur des ruines du grand palais de Nimrud. Cette ville, située dans l'Irak actuel, était un joyau de l'empire néo-assyrien, un lieu de puissance et de richesse immense. Imaginez-vous y être au milieu du 19e siècle. Un archéologue anglais du nom d'Austin Henry Leard effectue des fouilles dans le désert mettant au jour le palais perdu d'Ashurpel II, l'un des rois les plus redoutables de l'histoire. Ce roi qui régna il y a environ 300 ans n'était pas un simple souverain, c'était un conquérant. Et il fit construire ce palais comme une affirmation de son pouvoir absolu. Les murs étaient revêtus d'énormes dalles d'albâtre, de gypse, des panneaux de pierre, s'élevant à plus de 2 mètres de hauteur. Tandis que Leard et son équipe dégageaient soigneusement la pierre des sables du temps, ils se retrouvèrent face à face avec d'incroyables figures colossales, profondément sculptées dans la roche. Ces figures, à l'apparence presque irréelle, sont connues sous le nom de Opalus. Alors voilà ce qu'il en est de Labkalu. Il ne s'agissait pas de simples ornements. C'étaient des êtres semi-divins, des sages, qui, selon la légende, avaient survécu au déluge. Une histoire qui circulait en Mésopotamie des milliers d'années avant d'être consignée par écrit ailleurs. Ces êtres, souvent représentés avec des têtes d'aigle ou de vastes ailes emplumées, auraient apporté les bienfaits de la civilisation à une humanité primitive. Ainsi, ils enseignèrent au peuple l'écriture, l'agriculture, le droit et l'architecture. C'est là que l'histoire devient vraiment étrange. Les anciens textes sumériens antérieurs de plusieurs milliers d'années aux Assyriens sont très précis à ce sujet. Ils affirment que le premier et le plus grand de ces êtres s'appelait Owen. Et tenez-vous bien, Owen était décrit comme une créature ressemblant à un poisson, mais avec des pieds, un corps et une voix humaine sous sa tête de poisson. La légende, telle que rapportée par l'historien antique Paracelsus, raconte qu'Owen se levait chaque matin du golfe Persique pour enseigner aux hommes primitifs. Il leur transmit la connaissance des lettres des arts et de toutes sortes de sciences. Il leur enseigna à bâtir des villes, à fonder des temples et à compiler des lois. Il leur expliqua les principes de la géométrie et de l'agriculture. Puis chaque soir au coucher du soleil, cet homme-poisson replongeait dans la mer pour y passer la nuit. Cette histoire d'un dieu civilisateur non humain venu des eaux est à la base même de la première civilisation du monde. Revenons-en maintenant au palais de Nimrud. En examinant de plus près les sculptures de ces Abkalu-Ailé, descendantes d'Owen, les archéologues remarquèrent que ces figures portaient presque toujours 2 objets très spécifiques et très étranges. Dans une main, elles tenaient ce qui ressemblait à une pomme de pin. Dans l'autre, elles serraient un objet qui laissait tout le monde perplexe. C'était sans aucun doute un sac à main, ni un sac souple, ni une simple bourse. Il s'agissait d'un récipient rigide et cubique doté d'une poignée semi-circulaire caractéristique sur le dessus et orné de sculptures complexes. Il ressemblait moins à un sac qu'à un outil. Les bas-reliefs les plus célèbres représentent les figures ailées d'Apalu tenant ce sac et utilisant le cône pour toucher ou répandre une substance sur un arbre sacré stylisé.
Les archéologues et historiens reconnus se sont penchés sur la question et ont proposé une explication assez simple et rassurante, et il faut bien l'avouer, elle est logique. Au départ, on affirmait que le sac appelé bandu dans les textes anciens n'était qu'un récipient, un seau rituel. Il contenait de les eaux bénites ou peut-être du pollen sacré. Le cône ou mulalou servait simplement d'applicateur d'outils pour asperger l'arbre sacré d'eau ou saupoudrer de pollen. Selon eux, cet acte était un rituel de purification et de fertilité. Il était censé protéger le roi, bénir la terre et assurer une bonne récolte. Pour une société agricole établie sur les rives du Tigre et de l'Euphrate, cette interprétation était parfaitement logique et respectable. Pendant longtemps, l'histoire en reste là. Affaire classée. Ce n'est qu'un sceau. Mais voilà, le hic, c'est plus complexe que cela. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que les Akkalous ne se contentaient pas de bénir un arbre. Ils étaient considérés comme les porteurs originels du savoir. La légende de l'OAN ne parle pas d'agriculture. Elle concerne la transmission à l'humanité des fondements de la société. Le sac qu'ils portaient n'était pas un simple accessoire. Il était la source de leur pouvoir, le réceptacle de la civilisation même qu'ils étaient en train de livrer. L'idée qu'il ne s'agissait que d'un simple seau à pollen commençait à paraître, disons, un peu légère. Tout le monde est fasciné par la signification de ce symbole, mais le mystère ne réside pas seulement dans sa nature, mais aussi dans son origine. S'il s'agissait d'un rituel assyrien unique, d'une coutume locale de Nimrud, on s'attendrait à le trouver uniquement là-bas. Or, il n'en est rien. À mesure que les explorateurs et les archéologues fouillaient les ruines d'autres civilisations antiques à travers le monde, ils ont commencé à découvrir exactement le même sac à main. Et c'est un euphémisme. Cette découverte a transformé une curiosité locale en une énigme planétaire qui menace de bouleverser notre compréhension du monde antique. Les personnages qui le tenaient étaient sans qui différents. Pour les sans style artistique des sources, il y a différents. Les différentes. Mais pas le sac à main, lui, était le même. Cette sculpture mésopotamienne était étrange, certes, mais ce n'était qu'une sculpture parmi d'autres. Du moins, jusqu'à ce que les archéologues commencent à fouiller à 5-0 mètres de là, des milliers d'années plus loin dans le passé. Une planète de sac à main. Le premier domino à tomber l'a été en Turquie sur un site qui ne devrait même pas exister. Il s'agit de Göbekli. Si vous n'en avez jamais entendu parler, préparez-vous. Ce site situé dans le sud-est de la Turquie est considéré comme le plus ancien temple mégalithique connu au monde. Lorsque les archéologues l'ont daté, les résultats obtenus étaient stupéfiants. Göbekli a plus de 12 ans. Difficile de se représenter un tel âge. Cela se situe 7-0 ans avant les pyramides de Gizeh et 6-0 ans avant Stonehenge. Ce site a été construit par des hommes préhistoriques, probablement des chasseurs-cueilleurs primitifs à la toute fin de la dernière période glaciaire. Ces hommes qui n'avaient encore inventé ni la poterie, ni l'agriculture à grande échelle, édifiaient d'immenses cercles de pierre complexes composés de piliers en forme de T pesant des tonnes. Certains de ces piliers atteignent 50 tonnes et mesurent près de 6 mètres de haut. Imaginez un peu comment un petit groupe d'hommes des cavernes a-t-il pu organiser le travail nécessaire pour extraire, transporter et placer avec précision un bloc de pierre de 50 tonnes. Qui les nourrissait? Qui a conçu ce site? L'existence même de Göbekli bouleverse le récit officiel du développement humain. Et tenez-vous bien sur l'un de ces piliers, le pilier 43 que découvre-t-on gravise à même la pierre avec une netteté remarquable. 3 sacs à main rigides, distincts, dotés des anses, semi-circulaires, classiques. Cette découverte est une véritable bombe. Elle signifie que le sac à main du symbole divin n'est ni sumérien ni assyrien, il leur est antérieur de plusieurs siècles, des milliers et des milliers d'années.
C'est plus vieux que l'écriture, plus vieux que l'agriculture, plus vieux que la civilisation elle-même. Alors comment ces peuples primitifs le savaient-ils? Mais le mystère ne s'arrête pas là. Il traverse un océan. Voyageons 5 mètres à travers l'Atlantique jusqu'en Mésoamérique, au pays de la civilisation Mèque. Les Mèques sont la culture mère du Mexique ayant prospéré vers 1200 avant Jésus-Christ. Ils sont tout aussi mystérieux que Göbekli. Leur civilisation semble avoir surgi toute formée dans la jungle sans prédécesseur évident. Et les styles sont célèbres. Fibre sur leur saggi pour leur tête de pierre. Chaque ça, c'est sculpté. Et puis quand j'ai très fauté, c'est tête à hausse qui a cette. Les altes paysans d'Estan étaient ainsi quand ils étaient extraits à haute montagne située à 120 km et transportés à travers d'épais marécages. Comme une scène sur le fort, un site. Un mec clé, appelé Venta, des archéologues, ont découvert une sculpture connue sous le nom de Stèle X9. Cette sculpture représente une figure, peut-être leur dieu sacré Quetzalcoatl, le serpent à plumes descendant du ciel. Et dans sa main, que serre-t-il le même sac à main, rigide et anguleux? La ressemblance visuelle entre la sculpture de l'Irak antique et celle du Mexique antique est si frappante qu'il est impossible de l'ignorer. Il s'agissait de 2 mondes totalement différents, séparés par un vaste océan pendant des milliers d'années. Ils n'ont eu aucun contact. Ils n'ont pu partager ni mythes, ni art, ni technologie. Et pourtant, on retrouve ici le même symbole unique associé à un dieu qui, tout comme les dieux mésopotamiens, aurait apporté la connaissance et la civilisation à l'humanité. Le plus étonnant, c'est que ce phénomène se répète. Dans la civilisation toltèque qui succède aux Mèques, les Atlantes de Tula, avec leurs imposantes statues de guerriers de pierre, tiennent à également d'étranges objets rigides en forme de boîte. Malgré quelques différences, le thème du réceptacle de pouvoir demeure. On le retrouve même en Nouvelle-Zélande, où le peuple autochtone Maori possède ses propres récits ancestraux. Ils racontent l'histoire de leur dieu Teni qui monta jusqu'au plus haut des cieux et revint sur terre, rapportant avec lui 3 paniers, et que contenaient en ces paniers toute la connaissance et la sagesse divine des dieux qu'il offrit ensuite aux hommes. Un autre continent, une autre culture, une autre histoire. Mais le thème central reste le même, un être divin descend du ciel et livre aux humains les secrets de la civilisation dans un réceptacle spécial. On en retrouve même des échos dans l'Égypte antique. Dans les hiéroglyphes, on découvre d'intrigantes formes de sacs à main. Et pensons à l'Anka. Clé de vie, elle est détenue par tous les dieux égyptiens. Elle possède une anse en boucle et une base. Et si l'Ankh n'était qu'une version stylisée en 2 dimensions de ce même objet, une clé, un outil, une source d'énergie. Voici donc le phénomène. Un symbole apparaît à l'aube de la civilisation il y a 1200 ans en Turquie. On le retrouve au berceau de la civilisation en Mésopotamie. Il apparaît également de l'autre côté de l'océan au Mexique. Son histoire, celle d'un réceptacle de connaissances divines, se retrouve dans le Pacifique. L'archéologie conventionnelle n'a pas d'explication satisfaisante. Elle prétend qu'il s'agit d'une simple coïncidence. Elle évoque l'évolution convergente, l'idée que différentes cultures auraient inventé indépendamment le même modèle précis d'un simple panier. Mais il ne s'agit pas d'un simple panier. C'est un modèle très spécifique, rigide et inhabituel. La probabilité que plusieurs civilisations séparées par des océans et des millénaires aient inventé exactement le même symbole pour représenter la même idée de connaissance divine est infime, voire nulle. Ce n'était pas un hasard, c'était un message. Alors, si ce n'est pas un hasard, qu'est-ce que c'est? Qu'y avait-il de si important pour que cela soit révélé à toute l'humanité que contenait le sac, la machine divine?
Ce n'est le cœur du mystère. Le titre de cette vidéo laisse entendre que ce qui se trouve dans ce sac ne devrait pas exister. Et lorsqu'on s'éloigne de la théorie communément admise du sceau à pollen, les possibilités deviennent vraiment surprenantes. C'est là qu'on délaisse les explications rassurantes pour se pencher sur ce que les preuves révèlent concrètement. Entrons donc sans plus attendre dans le vif du sujet. Première théorie, la banque de semences. C'est l'interprétation la plus littérale. Le sac contenait les germes de la civilisation. Cela correspond parfaitement aux légendes d'Apkallu et de Mawai, où des dieux apportent la connaissance dans un récipient. Et si cette connaissance n'était pas seulement l'écriture, mais bien au sens propre, réfléchissez-y. Juste après la dernière période glaciaire, à peu près au moment de la construction de Göbekli, un événement incroyable s'est produit, la révolution néolithique. L'agriculture n'a pas évolué lentement. Elle a connu une explosion quasi simultanée dans de nombreuses régions du monde, jusque-là sans lien entre elles, le croissant fertile au Moyen-Orient, la vallée de l'Indus, en Chine, la Mésoamérique. Était-ce un hasard? Ou bien les graines et le savoir-faire nécessaires à leur culture étaient-ils contenus dans ces sacs à main? Et si le sac était un conteneur high-tech à température contrôlée, destiné à donner naissance à un nouveau monde, une sorte de boîte de la Genèse? Deuxième théorie, la source d'énergie portable. Cette théorie est encore plus folle. Et si le sac n'était pas un simple contenant, mais un appareil, une source d'énergie portable? Nous sommes tous fascinés par la construction des merveilles antiques. Comment les blocs de plusieurs tonnes des pyramides ont-ils été soulevés? Comment la pierre de Puma Punku en Bolivie a-t-elle été taillée avec une précision quasi-laser, avec des angles si parfaits que nous sommes incapables de les reproduire aujourd'hui? L'histoire communément admise raconte que tout cela se faisait avec de simples ciseaux à bois en cuivre, des rouleaux en bois et une main-d'œuvre considérable. Mais de nombreux ingénieurs affirment que c'est tout simplement impossible. Et si le sac à main était la solution, et s'il s'agissait d'un générateur d'énergie autonome, une sorte de batterie de Bagdad antique, mais des milliers d'années plus ancienne et des millions de fois plus puissante? Cet appareil aurait pu alimenter des outils sophistiqués de taille de pierre par le son ou les fréquences. Il aurait pu alimenter un dispositif annulant la gravité, leur permettant de soulever des blocs de 50 tonnes comme s'il s'agissait d'oreillers. Cela expliquerait instantanément pourquoi les dieux étaient toujours représentés le tenant. Ce n'était pas un symbole de leur pouvoir, c'était leur pouvoir même. Cela expliquerait aussi comment les dieux ont pu déplacer leurs têtes gigantesques sur 120 km à travers un marais. Ils ne les ont pas traînés, ils les ont fait flotter. Troisième théorie, la boîte à outils génétique, c'est l'hypothèse la plus absurde, celle qui ne devrait absolument pas exister. Et si le sac était un instrument biologique, observez à nouveau les sculptures. Les Apkallu touchent l'arbre sacré, mais sur d'autres sculptures, ils sont représentés accomplissant ce geste sur le roi lui-même. L'interprétation courante veut qu'il le purifie. Et si purifier était une erreur de traduction? Et s'ils étaient en train de le perfectionner? Et si le sac contenait un kit d'outils génétiques et le cône un dispositif d'administration, une seringue ou un scanner de haute technologie, permettant de manipuler l'ADN même des premiers humains? Cela expliquerait le bond en avant fulgurant de l'intelligence humaine, ce grand pas en avant que les scientifiques peinent encore à expliquer. Et si les dieux n'avaient pas seulement enseigné à l'humanité, mais l'avaient littéralement créée telle que nous la connaissons, le sac serait une base de données ADN. Le cône l'outil pour écrire le code. Mais allons encore plus loin. L'objet modifiant la conscience. Il s'inspire du cône. Dans les gravures anciennes, le cône est presque toujours indissociable du sac. Si le sac est la source d'énergie, le cône est l'outil, et sa forme n'est pas le fruit du hasard. Cette forme conique correspond parfaitement à celle d'une minuscule glande en forme de pomme de pin située au centre du cerveau humain, la glande pinéale. Il ne s'agit pas d'un organe quelconque.
dans d'innombrables traditions spirituelles. La glande pinéale est connue comme le troisième œil. On la considère comme le siège de l'âme, la porte d'accès à une conscience supérieure. Et tout comme le sac à main, la pomme de pin est un symbole d'éveil spirituel universel. L'exemple le plus célèbre est la Paigi, une immense statue antique en bronze représentant une pomme de pin située au Vatican. Alors, voici l'hypothèse, et si le sac était un dispositif de terraformation, mais pour la conscience, et s'il n'avait pas seulement amélioré l'ADN du roi, mais libéré une fréquence spécifique, une vapeur ou un champ d'énergie débloquant ainsi l'accès à une pensée supérieure chez tous les premiers humains vivant à proximité. Cela expliquerait l'explosion soudaine de l'art de la culture et de la pensée complexe à grande échelle. Ce n'était pas de l'eau, mais un aérosol d'illumination. Le projecteur de réalité. Celui-ci était vraiment hallucinant. Et si le sac n'était pas qu'un simple outil dans notre monde, mais un dispositif qui a créé notre monde. Et ça, c'était un fragment de code source, un dispositif quantique qui projette ou stabilise notre réalité physique. L'arbre sacré n'est pas un arbre réel, mais une représentation de cette réalité. À l'instar de l'arbre de vie de la Kabbale, les Apkallu ne sont pas de simples dieux. Ce sont des programmeurs ou des jardiniers qui entretiennent à ses yeux la simulation. Ils utilisent l'outil conique alimenté par le dispositif dissimulé dans le sac à main pour modifier le code du monde et éviter qu'il ne plante. Cela signifierait que le sac à main est l'objet le plus puissant qui existe, un dispositif qui écrit les lois de la physique, une technologie qui ne devrait absolument pas exister. Le secret du Vatican. C'est la partie la plus troublante de l'énigme. Pendant des millénaires, de l'ère glaciaire à l'apogée de l'Empire assyrien, le sac à main fut l'un des symboles les plus importants de la Terre. Il était sculpté dans les temples et les palais les plus sacrés. Et puis, il est tout simplement disparu. À l'époque classique, en Grèce et à Rome, le symbole a disparu. Il s'efface de la culture populaire, de l'art religieux, de la mémoire collective. C'est comme si la documentation et la vénération du sac à main avaient cessé brutalement, ne laissant que quelques références éparses et cachées. Alors que s'est-il passé? Première hypothèse, les visiteurs sont partis. Voici l'explication la plus simple. Les êtres supérieurs, les dieux qu'ils soignent des extraterrestres comme les OANS ou autre chose, ont achevé leur œuvre. Ils ont donné à l'humanité l'impulsion nécessaire, les semences, le savoir, l'amélioration génétique. Puis, ils sont partis emportant avec eux leur technologie avancée. Livrée à elle-même, l'humanité se retrouvait comme un enfant tentant de se souvenir d'une leçon complexe. Nous avons dû nous débrouiller seuls. Le souvenir des sacs à main s'est estompé et les sculptures sont devenues de simples mythes. Mais il existe une possibilité plus sombre, plus troublante. Deuxième théorie, une dissimulation délibérée. Et si cette technologie n'avait pas quitté la Terre? Et si elle avait été cachée, réfléchissez-y. Et si le public savait avec certitude que toute notre civilisation, notre biologie, nos religions, notre science étaient un don d'extraterrestres, quel impact cela aurait-il sur les structures de pouvoir mondial? Il est temps de revenir à la réalité. L'autorité religieuse s'effondrerait du jour au lendemain. Si le droit divin des rois et des prêtres provenait réellement d'une technologie extraterrestre, leur pouvoir disparaîtrait. Les nouvelles religions qui émergeaient, les religions monothéistes, devaient devenir l'unique source de vérité. Ces nouveaux pouvoirs ne pouvaient tolérer les récits d'autres dieux porteurs de savoir. Aussi commençait-on cette tentative de dissimulation. Les anciens dieux furent transformés en démons. Les anciens symboles furent déclarés interdits. Le sac à main jadis, symbole de la création divine, devint une preuve compromettante qu'il fallait faire disparaître. Et les institutions même censées préserver l'histoire ont peut-être contribué à cette dissimulation. Depuis un siècle, les historiens et universitaires spécialistes de l'Antiquité classique ont délibérément rejeté ou ignoré ces preuves.
Pourquoi? Parce que cela ne correspond pas à la chronologie simple et rassurante de l'histoire humaine. Le récit officiel raconte que des hommes primitifs ont lentement émergé de la boue, inventé le feu, puis la roue, puis l'agriculture et ont patiemment bâti la civilisation. Le hic, c'est que cela prouve que des concepts très avancés et peut-être même des technologies de pointe existaient à l'aube des temps, avant même l'apparition de la civilisation. Oser suggérer cela. L'étudier sérieusement revient à mettre un terme à la carrière de la plupart des universitaires. Il est donc plus simple de parler de rituels et de passer à autre chose. Ils ont érigé un mur théorique autour du mystère pour empêcher quiconque de poser les questions qui dérangent. Mais où est passé le véritable savoir, le lien avec le Vatican? Revenons à cette pomme de pain géante. Du Vatican, la PG. Il ne s'agit pas d'une simple statue, elle se trouve dans la cour de la pomme de pain. À l'origine, c'était une fontaine romaine du 2e siècle découverte près du temple d'Isis. Cela la relie aux cultes à mystères égyptiens et romains. Et si le Vatican connaissait la signification exacte de la pomme de pain et du sac à main, et si dans son ascension au pouvoir, l'Église catholique avait systématiquement absorbé toute la magie et les technologies païennes anciennes pour les enfermer dans ses fameuses archives secrètes. La PG n'est pas qu'une œuvre d'art. C'est un trophée, un symbole qu'ils détiennent désormais. La clé du troisième œil, les sociétés secrètes. Ce savoir est également passé sous silence. Des groupes comme les francs-maçons, les rosacruciens et d'autres écoles de mystères sont tous obsédés par la géométrie sacrée, les connaissances perdues, et un grand architecte. Et s'ils étaient les héritiers modernes de ce savoir transmis en secret, tandis que le public n'entend parler que de l'histoire du pollen. Ils dissimulent la vérité à la vue de tous à l'aide de symboles que seuls les initiés peuvent comprendre. Le lien avec l'armée moderne. Voici la théorie la plus surprenante. Et si la technologie des sacs à main avait été redécouverte au 20e siècle, et si le crash de Roswell en 1947 n'était pas dû à un ballon-sonde, ni même à un navire, mais à l'un de ces appareils, une source d'énergie portable, un projecteur de réalité. Cela expliquerait le bond technologique incroyable qu'a connu le monde juste après la Seconde Guerre mondiale. Pux Electronics Fibre Optics Lasers. Et si tout cela avait été conçu par rétro-ingénierie à partir d'un sac à main des dieux trouvé dans le désert, cela signifierait que la technologie n'a pas disparu. Elle est simplement classifiée. Elle est utilisée par un gouvernement occulte, un complexe militaro-industriel. Pendant ce temps, on nous raconte des histoires sur le pollen. La vérité, c'est que ces sacs sont sous nos yeux, de véritables récipients rituels mésopotamiens. Des objets correspondant parfaitement aux sculptures sont actuellement exposés dans des musées. Le Brooklyn Museum en possède un. Les Metropolitan Museum of Art en possèdent un. Ils sont présentés comme des sacs de purification asssyriens. Mais et s'ils ne l'éteignent pas? Et si ces appareils éteignent réellement en sommeil leur source d'énergie épuisée? Imaginez si les chercheurs pouvaient les analyser avec des techniques modernes, pas seulement vérifier la présence de traces d'humidité. Et s'ils recherchaient en des radiations, des traces d'éléments inconnus, le moindre signe de résidus quantiques. La preuve matérielle est sous nos yeux enfermée dans les sous-sols d'un musée enfoui dans les vestiges oubliés de nos ancêtres. Alors, voilà. Nous avons un objet impossible retrouvé partout dans le monde et datant de l'ère glaciaire. Nous avons des théories farfelues sur sa nature, une source d'énergie, un éditeur d'ADN, un projecteur de réalité, et un vaste complot de dissimulation. Mais il existe une autre théorie tout aussi farfelue qui relie tous ces éléments. Et si les dieux n'étaient pas des extraterrestres, et s'ils étaient nous, l'idée d'une civilisation extraterrestre antique fascine tout le monde. Mais, et si nous étions en réalité des humains préhistoriques? Prenons l'exemple de Göbekli-Tepe, un site vieux de 12 ans. Que s'est-il passé il y a 12 ans, un cataclysme planétaire?
la fin de la dernière période glaciaire, une période appelée le Trias récent, durant laquelle le climat s'est déréglé, et où des inondations massives et des impacts de comètes auraient, semble-t-il, effacé toute trace de vie sur Terre. Et si une civilisation humaine très avancée avait existé avant ce cataclysme, une société technologique mondiale que nous appelons l'Atlantide ou la Lamurie. Une civilisation qui maîtrisait la physique, l'énergie et peut-être même la conscience. Et si cette civilisation avait été détruite par le cataclysme qu'elle aurait elle-même provoqué? Dans ce cas, il y aurait eu des survivants, quelques-uns épars s'accrochant aux vestiges de leur technologie avancée. Or, considérons à nouveau les mythes des Wands et des Quetzalcoatl. Ce ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des dieux civilisateurs venus d'outre-mer après un grand déluge. Ce sont les survivants, les Apscalu. Ces survivantes voyant l'humanité primitive, les autres humains ayant survécu au cataclysme, se débattre dans la boue, décidèrent de leur venir en aide. Ils décidèrent de faire reculer la civilisation. Et quel fut le seul objet technologique qu'ils parvinrent à sauver, un appareil portable robuste et tout en un qui contenait tout leur savoir. Le sac à main. Cette théorie explique tout. Elle explique l'âge. Göbekli Tepe n'a pas été construit par des chasseurs-cueilleurs. Ce sac fut conçu pour eux, par ces survivants avancés comme un dépôt de connaissances, un lieu pour reconstruire le monde. Cela explique sa diffusion mondiale. Ces survivants ont parcouru le monde de la Mésopotamie au Mexique en passant par la Nouvelle-Zélande en portant leur sac de savoir et semant les graines de la civilisation parmi différentes tribus, ce qui explique la similitude des mythes. Cela explique aussi la technologie. Le sac était leur kit de survie. Était la source d'énergie nécessaire à la construction d'infrastructures, telle sorte que Göbekli Tepe, la banque de semences pour l'agriculture et la base de connaissances pour la rédaction des lois et des sciences. Cela signifie que les Akalu ne sont pas des dieux. Ce sont nos ancêtres oubliés. Le sac à main, ce n'est pas un objet extraterrestre. C'est une invention humaine, le dernier vestige d'une civilisation mère disparue. Mais cela soulève la question finale la plus terrifiante: si cette civilisation humaine avancée était si grande, où est-elle? Que leur est-il arrivé? Nous contemplons la réponse depuis des millénaires et nous l'appelons mythologie. Nous voyons les sculptures des Anunnaki, les figures de Göbekli Tepe, les statues de Mesoamerica, et que voyons-nous des dieux, des rois, des objets rituels. Mais si ce sac à main n'était pas qu'un simple outil, et s'il était aussi un avertissement, réfléchissez-y. Nous voyons cet objet serré dans les mains d'êtres qui auraient apporté la connaissance, l'agriculture et la civilisation. Nous pensions qu'il s'agissait d'un panier de graines, d'un seau d'eau ou d'un accessoire royal symbolique. Nous avions tort. Nous pensions comme des agriculteurs et non comme des physiciens. Et si la technologie, même contenue dans ce sac, la source d'énergie, le dispositif de distorsion de la réalité, était à l'origine du cataclysme? Et si, dans leur arrogance technologique, ils avaient déchiré le tissu de l'univers? Et s'ils ouvraient une porte qu'ils ne pourraient plus refermer? Imaginez une source d'énergie puisant son pouvoir dans d'autres dimensions. Imaginez un appareil capable de courber l'espace-temps. Ce serait l'outil ultime, mais une seule erreur de calcul. Une seule décharge d'énergie et le monde d'avant disparaît rayé de la carte par une inondation, un incendie ou une simple onde de choc au sein même de la réalité. Et si ce symbole répété partout n'était pas un don, et s'il n'était pas un signe de distinction, et si c'était un message, un avertissement des survivants, ces quelques-uns qui ont émergé des décombres de leur âge d'or dispersés à travers le monde, laissant une trace indélébile. Un message destiné à la prochaine génération d'humanité. Ils n'avaient ni papier ni disque dur. Ils avaient la pierre. Alors, ils ont gravé leur avertissement sur le support le plus durable qu'ils pouvaient trouver, le gravant sur les flancs des montagnes et les murs des tentes. Ils nous révélaient nos limites et nous suppliaient de ne pas reproduire la même erreur.
Ce symbole n'est pas une bénédiction, c'est un signe de quarantaine. C'est une tête de mort pour toute une civilisation. Un détail crucial nous échappe. Nous voyons les gravures, mais nous ne déchiffrons pas le langage. Or, le fait est que ces preuves ne relèvent pas d'une simple théorie farfelue. Elle est gravée dans la pierre sur plusieurs continents séparés par des océans que nous pensions infranchissables pour nos ancêtres. Elle repose dans nos musées les plus prestigieux, étiquetés « objets rituels non identifiés ». Tout cela révèle une vérité troublante. Notre histoire n'est pas celle que nous croyons. Notre chronologie, soigneusement construite, celle de l'homme primitif, découvrant peu à peu le feu et la roue, n'est qu'un leurre. Nous n'étions pas seuls. Et la technologie la plus avancée que le monde ait jamais connue attend d'être découverte dans le sac des dieux. Alors, ce sac était-il un don des étoiles ou un avertissement de notre propre passé? Partagez vos théories dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.